Les armes existent depuis l'aube de l'humanité. Au cours des derniers millénaires, elles ont déterminé le destin des civilisations. Les armes sont les émissaires de la souffrance et de la mort. Elles symbolisent le mal que l'homme peut infliger à ses semblables. Mais elles ont également vocation à préserver la paix et à ouvrir la voie aux nouvelles technologies. Presque toutes les guerres causent la mort d'innocents, femmes, enfants, civils. Certaines armes sont conçues précisément à cet effet. Pourquoi les hommes ont-ils inventé la bombe atomique? L'arme la plus dévastatrice qui soit. Elle peut tout détruire, elle peut anéantir notre civilisation. Comment les armes biologiques et chimiques ont-elles été inventées? Ressortir vainqueur de la guerre est primordial, qu'importe la façon dont vous la gagnez. Qu'est-ce qui a scellé le destin de milliers de personnes vivant dans les villes et les châteaux? Allons voir ça. Notre première arme, le trébuchet. Une arme miracle utilisée lors des sièges au Moyen-Âge. Durant des siècles, les murs de fortification constituent un obstacle quasiment insurmontable pour l'ennemi. Pour les franchir, des tours de siège sont construites. Les assaillants sont ainsi placés au même niveau que les murailles du château, sur un beffroi. Celui-ci est poussé contre la muraille, et l'ennemi peut alors traverser un pont-levis et atteindre le sommet du château. Mais lors des manœuvres d'approche, un nombre considérable d'assaillants sont tués, même s'ils sont en supériorité numérique. Les hommes n'allaient pas de bonne grâce dans les tours de siège. Elles étaient en bois et essuyaient les salves de flèches enflammées des archers ennemis. Les chances de succès étaient minces. Grâce aux catapultes, les attaques à distance sont moins dangereuses. Elles sont longues à construire, mais ont l'avantage d'épargner la vie des soldats. Au XIIe siècle, une nouvelle technologie de propulsion venue d'Asie conquiert les champs de bataille, le trébuchet. Il en existe une reconstitution à Beckdorf en Allemagne. C'est l'engin de siège médiéval le plus imposant et emblématique de tous. C'était une pièce d'artillerie lourde, bien avant l'époque de la poudre à canon. Grâce à son efficacité, le trébuchet devient une machine révolutionnaire. Au bout de cette verge, il y a une pierre posée sur une fronde. Utiliser la fronde permet au bras de faire un mouvement plus long et donc de lancer plus loin. Si vous l'attachez au bout d'une perche, vous aurez un système de levier encore plus grand. C'est ce que nous avons ici. Le problème, c'est que la verge est si longue et si lourde qu'il faut une machine pour l'actionner. Il faut se dire que la pierre est la munition, la fronde est l'arme. Et le gros trébuchet en bois est le moteur qui propulse l'arme. Construire un trébuchet avec des outils médiévaux est un défi. C'est impossible à manier. Un trébuchet déployé est impossible à bouger. Les assaillants remédient au problème en plaçant les différentes pièces sur des chars à bœufs afin de les transporter jusqu'à la cité assiégée. Le trébuchet est ensuite assemblé sur place. Les ingénieurs militaires construisaient la machine directement sur place. Donc, les assiégés devaient observer l'ennemi monter le trébuchet, qui servirait plus tard à démolir leurs fortifications. Les autres espéraient que leurs adversaires se rendent plutôt que de finir la construction et d'avoir à s'en servir. Savoir que cette machine, devant vos yeux, anéantira vos murailles, c'est une menace à la fois psychologique et physique. Le dur labeur porte ses fruits. Des représentations datant du XIIe et XIIIe siècle montrent comment le trébuchet est utilisé dans tout le monde connu. Comme au nord de l'Allemagne. Le lac d'Anzey était situé près de la ville de Beckdorf.
mais il s'est aujourd'hui complètement tari. En 1311, Heinrich von Borch, le baron brigand, l'utilise comme un repère. Les évêques du nord de l'Allemagne veulent le faire tomber. Henri de Fer, de son surnom, parvient à leur échapper. Une coalition entre les évêques de Brême, de Verden et du duché de Lunebourg se forme pour retrouver le chevalier brigand, qui s'est retranché dans le château de Danzig, au nord-ouest de l'Allemagne. À cette époque, les évêques sont les représentants administratifs et politiques. Il était donc de leur devoir de s'assurer que chacun respecte les règles. Ils veulent forcer le baron à sortir de son repère. Mais celui-ci est entouré d'eau et protégé par des palissades en bois. Ils installent alors 2 trébuchets le long de la rive afin de détruire la fortification à distance. Une machine au pouvoir destructeur. Il suffit de lâcher le contrepoids, lequel bascule vers le bas et propulse la verge avec la fronde. Mais comment est-il possible d'atteindre une cible de cette façon ? Si la tension ne diminue pas et que le poids du projectile ne change pas, il est possible de reproduire le tir. Il couvrira plus ou moins la même distance. Pour obtenir cette précision, il faut que les pierres aient la même taille, la même forme et le même poids. Ici, on a de véritables pierres à trébuchet qui ont été burinées par des artisans à l'aide d'un marteau pour les rendre pratiquement identiques. En 1311, près de 1000 de ces pierres sont utilisées pour combattre Heinrich, le baron brigand. Le trébuchet est-il vraiment efficace et précis? Pour le savoir, une palissade de troncs d'arbres à 150 mètres de distance est installée, comme celle d'Heinrich autour de son repère. 4 mètres de haut et 6 mètres de large. Les troncs sont enfoncés dans le sol à 1 mètre de profondeur. Le projectile du trébuchet pourra-t-il endommager la palissade? C'est assez mobile, assez souple. Les pierres vont avoir du mal à en venir à bout. Il faut une équipe entière pour faire fonctionner l'arme de siège médiévale. Actionner le trébuchet exige au moins un spécialiste entraîné et autant d'assistants diligents que possible. Ils doivent remplir la huche de pierre. Ils doivent également graisser la ligne de tir pour lancer le projectile et mettre la verge en position. Une pierre historique, provenant du siège de 1311 du lac d'Anzé, servira de munition. Feu à volonté. C'est passé tout près. Elle a volé dans les airs. Allons voir ça. La pierre s'est enfouie profondément sous terre. Bon sang. Je ne sais pas où est la pierre. Elle est vraiment bien enterrée. Je ne peux pas... Je n'arrive même pas à l'atteindre. Mais les troncs sont toujours debout. Parfois, il leur arrivait d'utiliser le trébuchet pendant des heures ou des jours avant d'arriver au résultat escompté. Le temps, un facteur décisif dans tous les sièges. Sans les catapultes, les sièges peuvent prendre des mois, voire des années. En temps de siège, les légions romaines se servent d'une arme redoutable, la faim, dans l'espoir que la famine poussera leur adversaire au désespoir, les forçant à se rendre.
La province de Judée est une exception légendaire à cette règle. En 73 après Jésus-Christ, des rebelles juifs se barricadent dans la fortification de Masada. La légion Dis Fretensis assiège les rebelles durant des mois, en vain. Ce n'est que lorsque les légionnaires et leurs esclaves érigent une rampe immense, faite de pierres et de terre battue, jusqu'aux murailles de Masada, que le cours des événements s'inverse. Alors qu'ils escaladent la fortification, les défenseurs juifs continuent de les charger, mais les Romains parviennent au sommet. Lorsque les troupes romaines finissent par entrer dans la forteresse, ils découvrent le cadavre de 960 insurgés. Seules 2 femmes et 5 enfants sont encore en vie. Ils s'étaient tous suicidés. Ils savaient que les Romains les tueraient, donc ils l'ont fait à leur place. Masada est le symbole de la lutte des Juifs pour la liberté. La rampe construite par les Romains est toujours visible à ce jour. Pendant ce temps, à Beckdorf, l'expérience entame sa deuxième phase. Le premier coup a manqué la cible. Il faut viser plus à gauche. Le trébuchet ne peut être déplacé, mais la ligne de tir peut être ajustée à l'aide de la rampe de lancement. Mike Lodes et son assistant Patrick inspectent ce détail crucial de la machine. Avec ça, on peut déplacer toute la ligne, à gauche et à droite. D'ici, je n'ai pas besoin de beaucoup la bouger, surtout sur une distance... Aussi courte? Oui, mais qui fait une différence de plusieurs mètres. Bien sûr. Ouais. Il faut se dire qu'un centimètre ici représente 2 mètres là-bas. J'espère qu'on va y arriver. J'en suis sûr. On va réessayer. Merci. Positionner la verge. Charger la catapulte d'une nouvelle pierre. Et feu. Le projectile tombe trop loin. Quelques pierres sont retirées de la huche. Cela permet de réduire la vitesse de décharge et également la portée. Celle-là, c'est la bonne. Oui. Cela fonctionnera-t-il ? Un tir précis. La pierre s'abat droit dans la palissade en bois. On l'a touché. Voyons voir le résultat. Regardez ça. Les troncs d'arbres sont tombés comme un château de cartes, avec une facilité incroyable. Voilà les vrais dégâts, ici, de ce côté. C'est là que la pierre a frappé. Elle a complètement brisé le tronc. Maintenant que le mur est endommagé, l'ennemi peut accéder à l'intérieur. Le trébuchet a heurté la palissade de 20 cm d'épaisseur et l'a démolie. Tout comme il l'aurait fait au Moyen-Âge. À l'époque, les troupes des évêques du nord de l'Empire germanique parviennent à faire céder la palissade du baron brigand à l'aide de 2 trébuchets. Henri de Fer est jeté au donjon. Mais la destruction n'est pas toujours l'objectif des sièges. Le château est précieux, car c'est un outil stratégique utile. Persuader l'ennemi de se rendre simplement en le menaçant est bien plus avantageux. En 1346, les troupes tatares utilisent une tactique particulièrement perfide. Ils assiègent la ville de Kaffa en Crimée
et veulent propager la peste derrière les murs ennemis. Mais comment s'y prendre sans être contaminé? Ils ont compris que c'était une maladie contagieuse. Par exemple, ils se protégeaient les mains. Ils pouvaient ainsi transporter le corps de leurs soldats morts de la peste sur un trébuchet. De cette façon, ils ne risquaient pas d'être contaminés. À l'aide de trébuchets, les assiégeants lancent les cadavres par-dessus les murs de la ville. Le message est clair. Rendez-vous maintenant, ou nous vous tuerons tous. C'est une technique de siège classique à la fois psychologique, biologique et incroyablement barbare. C'est ainsi que le trébuchet se retrouve impliqué dans un type de guerre insidieux. Les armes biologiques et chimiques existent depuis l'Antiquité, et les tentatives d'interdiction de telles méthodes sont tout aussi anciennes. Grèce, 6e siècle avant Jésus-Christ. Le sanctuaire de Delphes est le site sacré le plus important chez les Grecs. Il attire aussi bien les pèlerins que les individus en quête de spiritualité. Les habitants de la ville de Syra tirent profit de ces pèlerinages en imposant un droit de passage. Plusieurs cités grecques, dont Athènes, forment une armée pour libérer Delphes de l'emprise des Syriens. Peu après, ils assiègent Syra. Selon les archives historiques, les assaillants se servent d'une arme extraite directement du sol. Ils lancent des racines d'Ellébore dans la rivière de Pléistos qui traverse la ville de Syra. Une attaque aux conséquences terribles. L'empoisonnement à cette plante provoque des vomissements, des nausées, des vertiges et bien sûr des diarrhées. C'est bien connu, les vomissements et les diarrhées provoquent une déshydratation après un certain temps et le corps s'affaiblit. La moitié des habitants de Syra se retrouvent alités. Il leur est impossible de défendre leur cité plus longtemps. Les assaillants les tuent tous et rasent la ville. Quels que soient les moyens employés pour avoir l'avantage sur l'ennemi, tout ce qui pourrait le desservir, le décourager ou l'affaiblir est bon à prendre. Car ce qui est primordial, c'est de sortir vainqueur de la guerre, qu'importe la façon dont vous gagnez. La bataille de Xiangyang est un autre exemple de guerre biologique. Alors que les troupes mongoles assiègent la cité chinoise, ses habitants se défendent férocement. Ils utilisent une toute nouvelle arme conçue pour l'offensive, la bombe à excréments. Elle se révèle particulièrement efficace lors des sièges. L'ingrédient principal est l'excrément humain séché, qu'on enflamme avant de le lancer sur l'ennemi. Il est bien connu qu'une odeur nauséabonde peut causer de violentes réactions. Mais une arme pestilentielle est-elle réellement suffisante pour mettre l'ennemi en déroute? Des documents chinois médiévaux décrivent la fabrication de ces bombes. Le spécialiste en armes, Mike Rhodes, veut concocter la recette. L'arme puante a été pour la première fois utilisée en Chine en 1044. Il existe de nombreuses recettes avec toutes sortes d'acides et de plantes. En voici une couramment utilisée, l'aconite. Ces racines sont mortellement toxiques. Si on les ingère, elles peuvent provoquer des hémorragies digestives. L'estomac et les intestins se mettent à saigner, ce qui cause une douleur intense. Un autre ingrédient utilisé était l'héliocopris, des scarabées. Ces vilaines petites bêtes. Elles se nourrissent de déchets et absorbent le poison. Donc, quand on les découpe, toutes leurs propriétés toxiques se dégagent. L'huile d'abrasin mortellement toxique provient de l'arbre Tung, dans le sud-est de l'Asie, en Chine. La chaux, du simple calcaire. Mais une fois chauffée à très haute température,
ça devient une substance mortelle. Elle se mélange aux parties humides du corps, comme les larmes des yeux, la muqueuse nasale ou encore la salive de la gorge. Ça devient alors un acide mortel. Ce sont toutes des substances nocives. Elles sont mélangées et jetées avec de l'excrément humain. Je suis ravi, j'ai eu le droit à du crottin de cheval en guise de combustible pour réaliser cette expérience. Une fois séché, ça devient un combustible qui dégage une odeur désagréable en s'enflammant. C'est l'excrément brûlé qui crée la fumée, et cette dernière comporte les substances toxiques des plantes et des scarabées. C'est ce qui pénètre dans les yeux de l'ennemi, dans leurs poumons et leur estomac, jusqu'à les faire abandonner leur baraquement ou leur navire. Le but des bombes puantes était de chasser les gens sans tout détruire. Ce type de guerre chimique est atroce, dégoûtante, lâche et honteuse. Les recettes varient. Les guerres biologiques et chimiques débutent par de nombreuses expériences malodorantes. Les Chinois ont un avantage certain sur leur ennemi, qui évolue dans une civilisation moins sophistiquée, connaissant peu ces techniques. Ça leur confère une supériorité, et c'est ce qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils les utilisent. Durant des siècles, les seigneurs de guerre ne cessent de commander de nouvelles expériences, exploitant les armes à agents chimiques. Mais les produire efficacement à grande échelle n'est pas encore possible. L'attaque biologique la plus importante de l'histoire est arrivée par accident. En 1492, Christophe Colomb ne débarque pas en Inde, comme il le pensait, mais arrive sur un tout autre continent. Pour la population indigène, c'est le début d'un cataclysme. Des Européens, toujours plus nombreux, partent pour l'Amérique. Ils apportent avec eux des bactéries et des virus dangereux pour les populations indigènes d'Amérique, dont le système immunitaire n'est pas en mesure de les défendre. En l'espace de quelques décennies, jusqu'à 15 millions d'Amérindiens meurent de la rougeole ou de la grippe. Dans certains cas, les conquérants européens se servent délibérément des virus comme d'une arme. Comme en Pennsylvanie en 1763. Les tribus amérindiennes assiègent Fort Pitt. À l'intérieur du fort, certains colons anglais souffrent de la variole. Jeffrey Amherst, leur commandant en chef, connaît les effets désastreux de la variole sur les tribus amérindiennes. Il donnait volontairement des couvertures utilisées par des malades de la variole aux tribus amérindiennes qui n'avaient pas les anticorps adaptés pour combattre cette maladie. Et la plupart d'entre eux l'ont contractée. C'est une guerre biologique ciblée. Les Amérindiens sont forcés de mettre fin au siège de Fort Pitt. Été 1914. La Première Guerre mondiale entraîne l'apparition de nouvelles formes de combat à tous les niveaux. Le chimiste allemand Fritz Haber compte sceller le sort de la guerre à l'aide du gaz. Le 22 avril 1915, en Belgique, un nuage vert jaunâtre vole au-dessus du champ de bataille vers le front français dans les Flandres. Sous les yeux de Haber, les troupes allemandes libèrent 150 tonnes de gaz chloré. Le gaz de chlore est simplement un dérivé de la fabrication de colorants de synthèse. Mais les Allemands découvrent qu'ils peuvent l'utiliser à d'autres fins. C'est une arme très dangereuse qui entraîne la mort par suffocation. Plus de 1000 soldats français périssent et plusieurs milliers sont blessés. Les Allemands sont les initiateurs, mais les Français et les Britanniques ripostent. La production industrielle rend possible les attaques chimiques à grande échelle. Des milliers de tonnes de gaz sont produits, mais également des millions de masques à gaz,
censé protéger les soldats du gaz de chlore. Mais en 1917, les Allemands déploient un nouvel agent, l'hypérite, plus connu sous le nom de gaz moutarde. Le gaz moutarde est extrêmement efficace, car il réagit au contact de la peau. Il provoque des cloques et des brûlures. Le plus vicieux avec cette arme, c'est que les masques à gaz sont inutiles. Le gaz moutarde attaque la peau. La peur des nuages de gaz toxiques marque la vie d'une génération entière. Le gaz toxique tue environ 100 000 soldats lors de la Première Guerre mondiale et fait plus d'1 million de blessés. Shirley Millard, une infirmière américaine, relate le quotidien de cette guerre du gaz dans son journal intime. Ils luttent pour respirer, mais on ne peut rien faire. Leurs poumons sont détruits, littéralement brûlés. Certains ont les yeux et le visage entièrement rongés par le gaz. Après la fin de la Première Guerre mondiale, une nouvelle organisation a pour mission d'empêcher un nouveau bain de sang. En 1920, 32 États forment la Société des Nations. En 1925, ils acceptent d'interdire l'utilisation d'armes chimiques et biologiques. Mais la Société des Nations se révèle inefficace. Au milieu des années 30, il devient clair que le monde est au bord d'une nouvelle guerre mondiale qui fera d'innombrables victimes. 25 juin 1945. En Europe, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. 50 pays fondent les Nations Unies à San Francisco. Cette nouvelle organisation vise le même objectif que la précédente, maintenir la paix. Une paix vouée à durer. Et les Nations Unies ont bel et bien su résister à l'épreuve du temps. En 2017, 193 pays en sont membres. Tous ont signé la Charte des Nations Unies, qui définit les buts et principes de l'organisation. Les casques bleus sont déployés afin de s'assurer que les règles soient respectées. Toutefois, cette force militaire n'est pas destinée au combat. Elle assure la surveillance et le maintien de la paix. Étape par étape, des traités communs interdisent l'utilisation d'armes chimiques et biologiques. Mais tous les États ne respectent pas les accords. Certains produisent des armes chimiques telles que le gaz sarin ou le taboun, allant ainsi à l'encontre de l'interdiction. Cela reste l'un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale. La guerre est féroce des deux côtés, mais aucun agent chimique n'est utilisé. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les soldats n'utilisent pas le gaz toxique, non pas parce qu'ils n'en ont pas, mais parce qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser quelque chose que tout le monde possède. Ça n'avantage personne d'un point de vue stratégique. Lors des derniers mois de la guerre, Hitler veut entraîner tous les Allemands dans sa chute. Il envoie tous les hommes au front, qu'ils soient jeunes ou âgés. Il compte détruire les infrastructures de l'Allemagne. Des officiers militaires influents lui suggèrent d'attaquer l'ennemi avec du gaz. Hitler ne tient pas compte de leurs conseils. Sans doute car il a lui-même été victime des attaques au gaz lors de la Première Guerre mondiale et a temporairement perdu la vue. Les Allemands évitent une contre-attaque des Alliés qui aurait probablement impliqué l'utilisation de gaz toxiques ainsi que d'agents chimiques. Le bacille du charbon, une bactérie en forme de bâtonnet. L'inhalation de ces spores peut être mortelle. Le problème, c'est que le temps que les symptômes se manifestent, la maladie a eu le temps de progresser. Même si elle est détectée rapidement, il est déjà trop tard pour la traiter. En 1942, sur l'île inhabitée de Gruinard en Écosse, les Anglais testent les effets de la maladie du charbon sur des moutons. Ils prévoient de larguer sur toute l'Allemagne de la nourriture pour les animaux infectés par la bactérie. Les spores se répandront vite. Les animaux moribonds causeront une famine. Sur l'île, les 80 moutons périssent.
une attaque à grande échelle de la maladie du charbon sur l'Allemagne aurait été possible. Les Anglais se sont probablement dit que si les Allemands venaient à utiliser ce type d'armes contre eux, ils voulaient pouvoir riposter immédiatement. Mais il était peu probable qu'ils se soient engagés dans une bataille impliquant de telles armes. L'Allemagne est vaincue avec des armes conventionnelles. Cependant, le développement des armes chimiques et bactériologiques se poursuit après 1945. Et la peur d'une attaque persiste. À la fin des années 50, des scientifiques commissionnés par le Bureau de la défense civile américaine développent un masque à gaz conçu pour filtrer l'air avant inhalation. Sa facilité d'utilisation est démontrée partout, à tous les citoyens. Mais les masques ne sont jamais utilisés. Le danger reste toutefois bien réel, même des décennies plus tard. 2001, à New York, une semaine après les attaques terroristes du 11 septembre. Des agences de presse, des sociétés de télédiffusion et des sénateurs reçoivent des lettres porteuses d'un message sinistre. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Nous avons du bacille de charbon. Vous allez mourir. Avez-vous peur? Mort à l'Amérique. Mort à Israël. Allah est grand. Les lettres contiennent des spores bactériennes. 22 personnes sont infectées, 5 d'entre elles décèdent. Est-ce une nouvelle attaque orchestrée par les terroristes d'Al-Qaïda? Le président George W. Bush reste ferme. American people need to go about their lives. We cannot let the terrorists lock our country down. Mais la situation est tout autre. Le FBI pense que les spores proviennent d'un laboratoire du Maryland. Le scientifique Bruce Edwards Ivins devient leur principal suspect. Mais il se suicide avant qu'ils puissent l'interroger. L'identité de l'expéditeur de ces lettres piégées demeure inconnue, ainsi que ses motivations. Lors de la guerre froide, les deux belligérants développent des agents de guerre plus dévastateurs encore que les précédents, et ce malgré toutes les conventions internationales. Parmi eux, on trouve notamment l'agent innervant VX. Utilisé à l'origine comme insecticide, il est 20 fois plus toxique que le gaz sarin produit durant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 60, les soldats américains s'entraînent en visionnant des films d'instruction afin d'être prêts en cas d'urgence. Au contact d'agents innervants, seule l'injection d'un antidote est efficace. Encore faut-il que ce soit le bon. 16 mars 1988, sous le régime de Saddam Hussein, la force aérienne irakienne largue des bombes au gaz toxique sur la ville de Halabja. Le dictateur suspecte les Kurdes de fuir le pays et exige qu'ils soient punis. 3 000 à 5 000 personnes, hommes, femmes et enfants, périssent. Depuis 2013, le gaz toxique est aussi utilisé dans la guerre civile en Syrie. L'Occident accuse le dictateur Bachar al-Assad d'attaquer les bastions rebelles à l'arme chimique. Assad et ses alliés démentent les accusations, dénonçant la propagande de leurs adversaires. Mais des experts indépendants tels que l'OMS ou Médecins sans frontières confirment les soupçons. Mais pour les grandes puissances du XXe siècle, l'arme de destruction massive la plus importante n'est ni biologique ni chimique. La quête de l'arme la plus dévastatrice possible prend des ampleurs impensables. La conception de la bombe atomique. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, les forces armées américaines veulent tester le prototype d'une nouvelle bombe. Le nom de code de cet essai atomique, Trinity. C'est la première bombe atomique de l'histoire. Elle marque le début d'une nouvelle ère. À Los Alamos, au Nouveau-Mexique,
d'éminents scientifiques ont travaillé inlassablement sur la bombe afin que les États-Unis puissent être en sa possession avant l'Allemagne. L'uranium 235, par exemple, a un noyau assez grand qui contient 235 petits atomes. Il compte aussi des neutrons. Si vous bombardez un noyau avec ces neutrons, cela provoque une fission. Le noyau se sépare en deux et libère de l'énergie. Pas beaucoup, mais suffisamment pour être mesuré. Il rejette également 3 neutrons. Si ces 3 neutrons percutent un autre noyau, ils produiront le même effet. C'est ce qui déclenche une réaction en chaîne. Et si une masse critique est atteinte, c'est-à-dire qu'il y a assez de noyaux compacts ensemble, la réaction en chaîne peut se perpétuer d'elle-même. C'est déjà dangereux. Mais si on augmente la masse, on obtient ce qu'on appelle la masse supercritique. La réaction en chaîne non seulement se poursuit d'elle-même, mais elle augmente aussi de façon exponentielle, libérant une quantité d'énergie colossale. Pour y parvenir, la première bombe atomique utilise du plutonium. Le plutonium est entouré d'une charge explosive normale. Une fois l'explosif allumé, le cœur de plutonium se comprime. Cela produit une fission nucléaire. La bombe a une capacité explosive équivalente à 20 000 tonnes d'explosifs conventionnels. L'armée américaine a identifié diverses cibles d'attaque nucléaire en Allemagne. Mais en mai 1945, la guerre prend fin en Europe. Les Allemands évitent la bombe atomique. Dans le Pacifique, cependant, la lutte continue. L'armée japonaise a été vaincue, mais n'est pas disposée à se rendre. Les Japonais sont persuadés que capituler est déshonorant. Ils pensent qu'ils doivent à leur empereur de se battre jusqu'à la fin, quitte à se sacrifier. Et donc mettre à genoux un pays comme le Japon est très compliqué. Le président américain Truman ordonne le largage des bombes atomiques sur le Japon. Contrairement à l'essai Trinity, la bombe Little Boy comporte une balle en uranium. Afin d'atteindre la masse critique d'uranium, la balle contient un cylindre d'uranium supplémentaire. Little Boy pèse seulement 64 kg, mais sa puissance explosive équivaut à 15 000 tonnes de TNT. 6 août 1945. Le bombardier américain B-29 décolle de l'île de Tinian au large du Pacifique. À 8h15, Little Boy frappe Hiroshima. Trois jours plus tard, Fat Man, la bombe enrichie au plutonium, explose sur Nagasaki. La chaleur et le souffle de la bombe sont dévastateurs. S'ajoutent les radiations. Plus de 160 000 personnes meurent instantanément. Le ministre japonais des Affaires étrangères signe les actes de capitulation le 2 septembre 1945. La bombe atomique permet aux États-Unis de sortir vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale sur 2 fronts. Les Américains se devaient d'écraser l'ennemi. Ils devaient finir la guerre avec quelque chose d'imposant et de spectaculaire. Les Japonais savent qu'ils ont perdu, mais les Américains ne le réalisent que lorsque les bombes explosent. À ce moment, ils savent qu'ils ont remporté la guerre. Tout ce qui reste d'Hiroshima et Nagasaki sont des ruines contaminées. Dans les mois et les années qui suivent les attaques, des dizaines de milliers de personnes meurent à cause des effets à long terme des bombardements. Le syndrome de l'irradiation aiguë
est la cause de décès la plus fréquente. Les radiations nucléaires perturbent la prolifération des cellules. Les victimes peuvent se mettre à saigner du nez et des muqueuses buccales. Elles affectent la villosité intestinale et tout l'appareil gastro-intestinal. Les radiations s'attaquent principalement au sang. Le nombre de globules rouges et de plaquettes chute. À la fin, la moelle osseuse se dissout ou ne se régénère plus. Et sans la moelle osseuse, le système immunitaire lâche complètement. On peut essayer de stabiliser l'hémogramme. On peut faire une greffe de moelle osseuse. Mais tous les symptômes et la progression de la maladie dépendent de l'intensité et de la durée d'exposition aux radiations. Durant des décennies, les habitants d'Hiroshima et Nagasaki développent plus de cancers que le reste de la population mondiale. La bombe atomique n'a été utilisée que 2 fois, mais les horreurs qu'elle a causées laissent une marque indélébile sur toute une époque. Le 25 juillet 1946, l'armée américaine conduit un autre essai nucléaire avec la bombe Baker. À cette époque, seule une poignée de personnes sait que la course à l'armement est activement menée. L'Union soviétique emboîte le pas aux États-Unis. Le 29 août 1949, la première bombe nucléaire communiste est testée avec succès. La perspective d'une 3e guerre mondiale a de quoi effrayer. En Orient comme en Occident, même les enfants se préparent au pire des scénarios. He did what we all must learn to do. You and you and you and you duck and cover. Je me souviens que quand j'étais petite, on nous montrait des vidéos à l'école de ce qu'il fallait faire en cas d'attaque nucléaire. On avait peur. On ne comprenait pas vraiment la situation, mais on était terrifiés. Des voix s'élèvent. Comme à New York en 1960, où les opposants au nucléaire des 4 coins du monde occidental réclament l'interdiction de toutes les armes nucléaires. Les gens ne se disent pas « ça ne touche que ceux qui font la guerre ». L'arme nucléaire peut tout détruire. Elle peut anéantir notre civilisation entière. C'est presque devenu la peur ultime. Mais les manifestations n'aboutissent pas. Les gens sont devenus inquiets. Ils ont commencé à penser au désarmement, à penser à la paix et aux moyens d'éviter une guerre potentielle. Le problème, c'est que ceux qui y pensaient le plus clairement étaient bien sûr les militaires et les politiques. Ils ont conclu que la meilleure façon d'arrêter la guerre était d'être si puissant que personne n'oserait en commencer une. Les superpuissances continuent de s'armer. Ils développent des bombes à hydrogène, aussi appelées bombes H, 1000 fois plus puissantes que les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. L'humanité est désormais capable de s'autodétruire. Le principe de la nouvelle superbombe. 2 isotopes d'hydrogène s'assemblent, formant un seul nouvel atome. Ce procédé, qui libère de grandes quantités d'énergie, est appelé fusion nucléaire. La fusion est seulement possible à de très hautes températures, générée par la détonation d'une bombe atomique. Cette fission amorce la fusion du cylindre d'hydrogène, une arme dont la puissance est comparable à celle du Soleil. Dans les années 1980, l'Union soviétique et les États-Unis détiennent un arsenal de plus de 70 000 armes nucléaires. Le président américain Ronald Reagan justifie les coûts astronomiques. That budget is much more than a long list of numbers. For behind all the numbers lies America's ability to prevent the greatest of human tragedies and preserve our free way of life in a sometimes dangerous world. Avec l'arsenal nucléaire qu'elle possède, les 2 puissances ennemies pourraient s'annihiler à plusieurs reprises. Mais elles font preuve de raison. Ces 2 acteurs rationnels réalisent qu'ils n'ont rien à gagner à déclencher une guerre nucléaire. Au laboratoire Lawrence Livermore en Californie,
Les essais nucléaires du passé peuvent être observés encore aujourd'hui. Chaque essai mené par les États-Unis était filmé et les bandes classées enregistrement top secret. Greg Spriggs, physicien nucléaire, et Jim Moy, technicien de cinéma, veulent changer cela. Déclassifier ce support visuel unique fait partie de leur travail. Tous les films que nous avons rendus accessibles seront postés sur notre chaîne YouTube de Livermore pour que les gens puissent les voir de leurs propres yeux. Les explosions étaient documentées et filmées avec une définition étonnante étant donné les capacités techniques des pellicules de l'époque. Jim Moy a déjà numérisé plus de 4000 bandes de plus de 210 essais nucléaires. Ils enregistraient beaucoup. Et je ne sais pas s'ils ont anticipé la manière dont ça allait être utilisé plus tard. Une fois les images numérisées, le travail de Greg Spriggs commence. Des informations sur les enregistrements, comme la distance entre la caméra et le centre de détonation ou encore la taille de la bombe, fournissent une connaissance approfondie sur l'état des recherches de l'époque. Les 2 seules fois où la bombe nucléaire a été utilisée remontent à plus de 70 ans. Mais les débats éthiques qu'elle a suscités sont toujours d'actualité. Ils ont tué beaucoup de gens, c'est vrai. Mais dans un sens, la bombe a sauvé des tas de vies parce qu'elle a permis d'arrêter la guerre plus tôt. Qui sait combien de temps encore les Japonais se seraient battus si cette arme n'avait pas été larguée sur eux. Greg Spriggs ne documente pas seulement l'histoire. Il est convaincu que nous pouvons améliorer les bombes nucléaires en étudiant davantage leurs effets. Nous devons pouvoir dire au département de la Défense, voilà ce qui va se passer si vous larguez cette bombe sur cette cible. Et si quelqu'un venait à nous bombarder, nous connaîtrons son effet. Et si nous devons contre-attaquer, l'ennemi saura qu'on l'anéantira. La dissuasion pour maintenir la paix. Encore aujourd'hui, les États-Unis sont de farouches défenseurs de cette stratégie. En 2017, ils détenaient un arsenal de 6800 ogives nucléaires. Et cette méthode fonctionne. Du moins jusqu'à présent. Les armes nucléaires sont maintenant tombées aux mains d'acteurs irrationnels qui ont des intentions différentes des leurs. Et c'est un problème. Il n'y a pas d'étude de cas pour savoir comment tout ça va se dérouler. Par le passé, les États lourdement armés et sans scrupules ont fini par déclencher des guerres. Espérons que ça ne se reproduise pas. Ce numéro d'équilibriste est risqué. Près de 15 000 armes nucléaires réparties au sein de 9 pays sont supposées garantir la sécurité de notre planète. Il n'y a plus qu'à espérer que la raison l'emporte. D'un autre côté, il existe de nouvelles armes qui peuvent aussi frapper des nations entières, avec des répercussions fatales pour des millions de personnes. La numérisation a atteint presque tous les domaines de la vie. Cela s'applique aussi à l'industrie des armes. Le contrôle des centrifugeuses, utilisées pour l'enrichissement de l'uranium, n'est qu'un exemple parmi d'autres. En 2009, des spécialistes américains et peut-être israéliens lancent une attaque sur des installations nucléaires iraniennes, avec l'aide d'une arme numérique, le virus informatique Stuxnet, qui contamine les ordinateurs iraniens. Leur programme nucléaire est saboté. C'est un type de guerre pratiqué depuis longtemps. Laisser l'ennemi avoir accès aux renseignements, c'est l'équivalent d'une défaillance, d'une lacune, et donc d'une défaite. Les secrets d'État peuvent aussi être victimes d'attaques numériques. Les pays s'arment de nouveau, mais cette fois sans chars d'assaut ni fusils. La cybersécurité est devenue de plus en plus cruciale. La guerre cybernétique peut avoir de graves conséquences, non seulement au sein de l'univers numérique, mais aussi dans le monde réel.